Donc, bienvenue à... ici, je vais vous demander de ne pas prendre le contrôle de la diapositive, s'il vous plaît. Vous pouvez la swiper au travers, mais pas prendre le contrôle. Ça, c'est méchant. Donc, sinon, il va falloir que je vous enlève les doigts, là. On veut pas ça. Donc, on a... Comme ça, ici, c'est quelqu'un qui prend le contrôle. Fait que... Yeah. On va mettre la présentation. Parfait. C'est moi qui ai fait ça. C'est correct. Donc, on va regarder aujourd'hui le diagramme de classe. Puis en fait, on va même puis on va revoir un peu les dynamiques de la modélisation orientée objet. Donc, on va regarder les principes d'objet en général, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire. Puis après ça, on va aller regarder dans notre diagramme de classe, qu'est-ce qu'on peut écrire. On va avoir des attributs, des opérations. On va voir que dans différents langages de programmation, ça a d'autres noms. Puis on va après ça voir comment relier nos différentes classes ensemble. Ici, en fait, ça va être un retour sur qu'est-ce qu'on avait fait dans notre cours de base de données. Hein, donc, on se souvient extrêmement clairement, right, comme si c'était hier, la conception de bases de données. Donc, la première étape, quand on avait fait les bases de données, c'était justement de faire un diagramme de classe. On avait utilisé certains éléments du diagramme UML, mais puisque c'était pour une base de données, on avait mis de côté dans la matière beaucoup d'éléments. Fait qu'aujourd'hui, on va retourner à ça, re-explorer ça, puis voir toutes les possibilités qu'on avait quand on crée des diagrammes UML. On va commencer avec le principe d'objet. Okay? Donc, quand on travaille en orienté objet, on pense à des éléments concrets qui représentent des choses dans notre problématique. Fait que si je suis en train de faire une bibliothèque avec des membres, ben un membre, c'est un objet. Un livre, ça peut être un objet. Okay? Le bibliothécaire, c'est un objet. Puis chaque objet a des caractéristiques qui le définissent. Okay? Donc, différentes caractéristiques vont habituellement avoir un nom puis une valeur de rattacher après. La nomenclature en UML est assez précise, même si c'est pas la même que celle à laquelle on est habitué. Fait qu'on a le principe d'objet, ça reste le même, mais les caractéristiques qu'on appelle souvent en langage de programmation des propriétés ou sinon des variables d'instance, ben dans les terminologies UML, on appelle ça des attributs. Fait que quand on parle d'attributs, c'est la même chose qu'une propriété comme on connaît dans une classe en Java ou en C#. Fait que ici, la première chose qu'on va regarder, c'est les diagrammes d'objets. Donc, avant de faire les diagrammes de classe, on va juste parler des diagrammes d'objets. Donc, un objet, c'est une représentation d'un élément à un moment donné. Donc, il y a différentes manières de représenter cet élément-là de manière plus ou moins exhaustive. Donc, si on commence, on peut commencer avec la représentation de base qui est en haut à gauche, qui représente le minimum requis pour représenter un objet, qui est le nom de l'objet. Donc, on peut voir ici avec notre petit ami Max Miller, qui représente l'objet. On peut ensuite, si on passe... parce que la seule problématique en passant de la présentation ici, c'est que vous ne pouvez pas voir mon curseur, là, fait qu'il va falloir que je décrive où je veux que vous mettez vos yeux. Donc, dans la deuxième colonne, à la première ligne, on a la deuxième représentation qui indique c'est quoi le nom de l'objet, suivi de la classe. Donc, quand j'ai besoin de représenter la classe après le nom de l'objet, je vais utiliser le 2 points suivi du nom de la classe. On peut aussi parler d'objets anonymes, okay, auquel je n'ai pas donné de nom. Donc, la troisième représentation sur la première ligne, c'est juste le 2 points personne qui indique que c'est un objet de type personne. Quand on a différents objets, on disait qu'on peut avoir des attributs, puis quand on a un objet, c'est supposé être une représentation d'un élément concret. Donc, avec chacun des attributs, on devrait avoir une valeur rassociée. Donc, ici, j'ai la représentation de mon objet Max Miller,
qui est une personne, puis je peux voir que son prénom c'est Max, son nom de famille c'est Miller, puis sa date de naissance, DOB, hein, c'est un acronyme anglophone pour Date of Birth. Donc c'est le 3 mai 1976 ou le 5 mars, là, dépendamment à qui tu demandes. Donc on est capable de représenter les éléments internes d'un objet de cette manière-là. Donc évidemment, on peut reprendre la même terminologie du dessus, donc soit le nom de l'objet, soit le nom avec la classe, soit juste la classe. Puis ça représente des objets. OK? On peut avoir un diagramme d'objet, parce que là ici on fait juste représenter un objet individuellement à chaque fois. Là. On peut avoir un diagramme d'objet pour représenter les liens qu'il va y avoir entre ces différents objets-là. Donc le diagramme d'objet, ça représente un moment instantané dans notre système. Donc le principe ici, c'est ça va nous permettre de dire, ben, à un moment, voici une représentation de ce que pourraient être les données dans le système. Donc là, c'est très concret, il faut avoir des valeurs à chacun des éléments, puis ça va nous permettre de voir les interactions à travers les différents objets. Donc ici, j'ai un exemple où j'ai différents étudiants. Puis ces étudiants-là, ils ont, bon, évidemment, leur nom avec leur type. Puis en dessous de ça, il y a les différents attributs. Fait que je peux voir que j'ai 2 étudiants, j'ai Ellen Lewis, j'ai Mike Fox, puis j'ai une autre série d'objets dans ma deuxième colonne qui sont différents cours. Fait que je peux voir ici, les objets de même type ont les mêmes attributs. Hein, donc les cours ont un nom, une session où c'est qu'on le fait, puis le nombre d'heures à faire. Puis, dernièrement, dans la troisième colonne, on a la salle de cours dans laquelle on peut donner ces cours-là. Fait que, on a les différents objets. Puis, dans le diagramme d'objets, ce qu'on va être capable de faire, c'est de dire, voici les liens entre ces différents objets-là. Donc, ce que je suis capable de représenter avec ça, c'est de voir que, ben, Ellen Lewis, en ce moment, est en train de suivre 2 cours. Donc, le cours de Object Oriented Modeling, là, c'est ça le OOM, puis le cours de iProg. Puis on peut voir que Max, lui, ne fait suivre que le cours de iProg. Puis, si on regarde les cours eux-mêmes, ben, on peut voir que le cours que suivent les 2 étudiants est donné à l'hiver, puis lui est donné dans le Lecture Hall LH1. Donc, on est capable de voir les liens à l'intérieur des différents objets. En passant, juste petite parenthèse de fondamentale d'informatique, quand on parle de programmation orientée objet, la majorité des langages de programmation viennent avec des classes pour implémenter ce paradigme-là, mais c'est pas tous les langages de programmation qui ont des classes. Il y a certains langages de programmation qui sont purement à objet, où tu as des propriétés, tu as des méthodes, puis tu peux en ajouter, en défaire autant que tu en veux, puis il n'y a pas rien qui t'arrête derrière. La tendance va avec l'utilisation de classes parce que ça nous permet de être plus rigide sur notre implémentation, puis d'éviter beaucoup de problèmes sur la malformation d'objets ou des objets hétérogènes quand ça ne devrait pas l'être. Fait que justement, on parle de classe. Hein? Si on se demande c'est quoi le principe de la classe elle-même, ben, quand on a différents objets qui ont les mêmes caractéristiques, okay, donc on peut voir que les différents étudiants, ils ont tout le temps le même nom, ben, pas tout le temps le même nom, mais ils ont tout le temps un prénom, un nom de famille, une date de naissance, un matricule. Les différents cours, ils ont tous un nom, une session à laquelle ils se donnent, le nombre d'heures que ça prend pour le cours. Donc, quand on va avoir des objets qui ont les mêmes caractéristiques, donc les mêmes attributs, les mêmes opérations, on va faire une espèce de moule, okay, une recette, un plan de construction qui va nous permettre de plus facilement être capable de gérer les objets de même caractéristiques, on va dire de même type. Donc, la classe, son but, c'est d'être une recette qui me permet de
facilement voir la représentation possible d'objets. Donc, quand on va parler de classe, on va avoir l'iconographie à droite, là, dans le milieu à droite, où c'est qu'on a la classe personne, puis on va voir que c'est une description. Donc, on ne parle plus d'objets concrets, on parle de description d'éléments. Donc, on va avoir la même liste d'attributs, mais à place d'avoir les valeurs directes, on va avoir le type de la valeur pour dire qu'est-ce qui peut aller dans cet emplacement-là. Puis, à partir de cette classe-là, on va pouvoir créer des objets, des instances de la classe qui vont être capables de représenter avec des valeurs concrètes qu'est-ce que la classe nous a dit qu'on était capable de démontrer. Donc, pour les différents objets et les différentes classes, on va toujours parler de deux éléments qu'on considère. Donc, on va parler des attributs, hein, donc, ou sinon, des fois, on appelle ça les propriétés ou les variables d'instance ou les membres, des fois aussi, tu peux voir ça en Java. C'est les caractéristiques, les éléments à laquelle tu peux rattacher une valeur. Puis, on va avoir la deuxième chose qui vient avec la classe et les objets, ça va être les opérations. Donc ça, c'est les comportements, les actions qu'on peut prendre. En Java puis en C#, on dénomme ça les méthodes de la classe. Donc, c'est représenté comme étant toutes les actions possibles, puisque ces actions-là, c'est des choses que tu peux faire, mais que tu n'es pas en train de faire. Dans le diagramme à objet, les différentes méthodes, les différentes opérations ne sont juste pas représentées. C'est seulement dans le diagramme de classe qu'on va regarder ça. Fait que si on regarde l'anatomie d'une classe, donc on a vu les objets en UML, on a vu qu'on peut avoir un diagramme d'objets avec des liens. Là, on rentre dans notre vrai sujet de la journée, le diagramme de classe avec une classe. Donc, comment est-ce que je fais pour représenter une classe en UML? Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà vu ensemble. Hein? C'est juste que là, on va rajouter premièrement la possibilité d'avoir des opérations, okay, d'avoir des méthodes, mais on a toujours au début le nom de la classe. Ensuite, dans un premier sous-bloc, on a les différents attributs, où je peux voir que j'ai le nom de l'attribut et le type. Puis, je peux, en dessous des différents attributs, je vais avoir les opérations possibles, les méthodes possibles que la classe peut utiliser. Donc, à partir de là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut écrire comme attribut. C'est quoi les règles possibles qu'on va avoir à l'intérieur. Même chose pour les opérations. Fait qu'on va aller voir la syntaxe qu'on va utiliser pour les attributs puis les opérations. Ça vous dit quelque chose, ça? Hein? On a-tu déjà vu ça ensemble? Moi, je pense que oui! Donc, ici, on a une règle syntaxique. Hein? Donc, comme on a vu dans notre cours de base de données, donc j'ai dit que ça allait marcher. Puis que donc, le principe ici, c'est d'être capable de lire ça pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec un attribut. Hein? Donc, ici, on est en train de regarder la syntaxe d'attribut. On est en train de regarder pour le bloc du milieu. C'est quoi les éléments que je peux écrire dans le bloc du milieu? Fait que si je regarde ça, je peux voir que j'ai un paquet d'options disponibles. Je commence avec le premier qui est la visibilité, mais je peux voir que je peux sauter par-dessus. Après ça, je peux mettre le slash vers l'avant, mais je peux voir que je peux sauter par-dessus. Après ça, j'ai le nom. Après ça, j'ai un 2 points avec un type, mais je peux sauter par-dessus. Une multiplicité, mais je peux sauter par-dessus. Un égal avec des défauts, mais je peux sauter par-dessus. Puis des accolades avec des propriétés, mais lui aussi, je peux sauter par-dessus. Fait que si je vous demande là, rapidement, là, si j'ai un attribut, c'est quoi le minimum qu'il faut que j'aille écrit pour que ce soit un attribut qui est legit en UML par rapport à cette règle syntaxique-là? On a la visibilité. Bon, Moi, je demande le minimum. C'est quoi le minimum que tu as à écrire? Le nom et le type. Ben, en fait, si on regarde la règle, même le type est facultatif. OK? Donc, si tu regardes, tu as le name, puis après ça, tu as une affaire qui peut sauter par-dessus la déclaration du type. Fait qu'en UML,
le minimum requis pour avoir un diagramme UML correct, c'est le nom de l'attribut. Là, ici, astérix à cette remarque-là, OK? Dans les bonnes pratiques minimales, effectivement, on s'attendrait au moins à avoir le type avec le nom. OK? Mais on va voir plus tard durant la conception des diagrammes qu'on veut faire ça de manière itérative. Hein? On veut commencer puis on veut avoir quelque chose de une première ébauche rapide. Ben, tu peux faire une première ébauche où c'est que tu ne mets pas les types pendant que tu es en train d'essayer de penser à tes affaires, mais c'est quelque chose habituellement dans un diagramme complété qui va être intéressant à voir. Fait qu'on va regarder chacun des éléments, puis on va regarder qu'est-ce que ça l'implique. Fait qu'on va commencer avec la visibilité. Donc, on a comme premier élément la possibilité de rajouter des plus, des moins, des hashtags, des dièses ou des tildes pour représenter quel élément est intéressant. Donc, si on regarde ici, on a le plus pour le public. Donc, c'est cela en fait qui est là par défaut. Si tu mets rien, c'est considéré comme étant public. On a le moins pour le private. OK? Donc ici, c'est calqué sur les différentes portées qu'il y a en Java. Là, hein? Le Public Private Protected Package, c'est exactement les mêmes options qu'il y a ici. C'est juste qu'à la place de les écrire, on indique un sigle pour prendre moins de place. Donc, avant le nom de l'attribut, on est capable d'indiquer la visibilité avec un de ces sigles-là. Ensuite, on a le slash. Le slash j'avais mentionné au passage durant notre cours de base de données. Donc, le slash est utilisé pour représenter un attribut dérivé. Donc, le principe d'un attribut dérivé, c'est de dire, ben, j'ai besoin de cette information-là dans ma classe, mais cette information-là est dérivée de d'autres informations à l'intérieur de la classe. Donc, je ne devrais pas avoir à gérer manuellement la mise à jour ou l'édition, la modification, la création de cette valeur-là. Dépendamment du langage, ça peut être plus ou moins facile à implémenter. Donc, en Java, c'est pas super facile, mais dans d'autres langages, mettons comme en Swift, il y a des concepts qui s'appellent les Computed Properties, qui sont des attributs dérivés, puis qui font en sorte que c'est comme si c'était une propriété comme n'importe quelle autre, mais quand tu essaies d'y accéder, ben c'est une fonction qui va calculer c'est quoi la vraie valeur qui est supposée être à l'intérieur. Ici, comme exemple, on a dans une personne, on a la date de naissance qui est sous une date, mais on a l'attribut dérivé de l'âge. Donc l'attribut dérivé de l'âge, on sait que par rapport à la date de naissance, on est capable de la calculer. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai besoin de sauvegarder par moi-même. J'ai juste à le calculer à partir de la date de naissance quand j'en ai besoin. On continue avec le nom, donc le nom de l'attribut. On utilise par convention le camel case, donc on commence avec une lettre minuscule et si on a besoin d'avoir plusieurs mots à l'intérieur, on utilise des lettres majuscules pour faire la différenciation du mot. On a ensuite le type. Donc, quand j'ai besoin de spécifier le type, ça se passe après le nom. J'ai un 2 points suivi du type. Donc, on va avoir différents types possibles. Ça peut être soit des classes définies par notre utilisateur, qui est habituellement des classes qui sont calquées sur le langage que tu vas utiliser. Donc, si tu t'en vas faire un programme qui est en Java, je m'attends à avoir des strings puis des dates. Il y a les types de données primitifs, donc les int, les double, les logical et ainsi de suite, donc les plus petits types possibles qui existent dans le langage. Mais on a aussi des types spéciaux. Donc, on a premièrement le principe d'énumération. Donc, une énumération, c'est une liste de valeurs possibles que je veux avoir dans une variable. Donc, admettons que je suis en train d'enseigner au cégep, puis je suis en train de créer des cours.
je veux avoir une session, ok, comme propriété pour dire que ce cours-là est donné à telle session, tu sais, automne, été, hiver, mettons. Puis, je veux pas avoir d'autres possibilités que ces sessions-là. Donc, je veux avoir une énumération qui va être ces trois valeurs-là. Puis, je vais pouvoir dire à ma propriété, ben, tu as juste le droit d'avoir une de ces valeurs de cette énumération-là. Donc, quand je veux faire une énumération, c'est un autre bloc à côté dans notre diagramme de classe qui existe, comme celui qui est démontré en bas à droite. Donc, celui qui est marqué énumération avec le academic degree. Puis, à l'intérieur, tu vas pouvoir dire c'est quoi les énumérations que tu vas avoir. Une fois que cette énumération-là est créée, tu vas pouvoir l'utiliser comme type dans une autre classe. Donc, dans ma personne, je pourrais dire le degree que la personne a eu, 2 points, puis je pourrais mettre academic degree comme type. On a aussi les data types. Donc, certains langages de programmation nous offrent la possibilité d'avoir des comme classes partielles qui ont seulement des propriétés. Donc, seulement un paquet de valeurs ensemble. Donc, dépendamment de dans quel langage tu viens, des fois ça s'appelle des enregistrements, des records ou des structures, des strucs. Donc, ça permet d'avoir une version ponctuelle de juste un paquet de données mélangées ensemble. Pas de comportement, pas d'opération, pas de méthode, juste des données. Donc, on est capable de représenter ce bundle de données-là avec le data type. Donc, c'est un peu le même principe que l'énumération. Ça devient un bloc à part pour dire c'est quoi. Puis après ça, tu peux l'utiliser comme type dans un autre attribut d'une autre classe que tu es en train de créer. Fait que ça fait le tour de qu'est-ce qu'on peut faire avec les différents types. Donc, 2 points le type, puis on peut passer à l'autre. On a ensuite la multiplicité. Donc, la multiplicité, c'est un mot fancy pour dire il y en a combien. Donc, quand j'ai un tableau, je peux rentrer le nombre de valeurs possibles qu'il va y avoir dans le tableau. Donc, on utilise des crochets carrés avec la nomenclature min, 2 points, max. Fait que la valeur minimum, 2 points, la valeur maximum. Si je regarde comment la règle se fait, donc en bas, j'ai la sous-règle de la multiplicité. Fait que je peux voir qu'il faut que ça débute avec un crochet carré. Puis je peux voir qu'il faut que ça se termine avec un crochet carré. Puis après ça, j'ai le choix. Okay? Donc, je peux marquer le min suivi du 2 points, ou je ne peux pas le marquer. Puis après ça, j'ai le choix de marquer le maximum, ou sinon une étoile. Donc, quand je travaille avec la multiplicité, je peux marquer le minimum, mais je ne suis pas obligé. Je dois marquer la valeur maximum ou sinon utiliser l'étoile. Donc, l'étoile est utilisée pour dire il n'y a pas vraiment de maximum, c'est juste une infinité possible de valeurs. Donc, on peut utiliser l'étoile pour ça. Pas mal chat avec chat. Ouais. Excellent. Ensuite, on peut montrer une valeur par défaut à un attribut. Donc, puis ici, si on essaie de toutes les mettre, il faut suivre l'ordre qu'on a dans notre règle syntaxique. Là, hein? Fait que, il aurait fallu avoir la visibilité au début, le slash, le nom, le 2 points, le type, la multiplicité, puis là on est rendu à mettre un égal suivi d'une valeur par défaut. Donc, la valeur par défaut, c'est que si c'est pas spécifié par l'utilisateur, par le système à la création d'un objet de la classe, ben ça va utiliser la valeur par défaut pour remplir l'information. Donc, valeur par défaut, on a un égal, c'est un peu comme la déclaration de variable. Ensuite, on a la possibilité d'ajouter des propriétés à nos attributs. Là, faire attention quand on est dans le monde UML, okay, les propriétés, c'est pas le même principe qu'une propriété dans un Java. Une propriété, c'est un attribut, puis les propriétés, c'est une propriété. Donc, on a des propriétés qu'on peut rajouter à nos attributs qui va leur donner des caractéristiques additionnelles. Okay? Donc, les 5 qu'on voit ici, c'est un pour la lecture seule qui s'appelle Read Only,
Un pour dire que c'est unique, il n'y a aucun doublon utilisé. Un pour dire que c'est pas unique. En passant, le pas unique est par défaut, hein, pas besoin de le marquer. Par défaut, c'est pas unique dans les choses. On a ensuite le ordered, donc dire que c'est trié, donc c'est en ordre. Ou le unordered pour dire que ce n'est pas trié, ce n'est pas en ordre. Donc, par défaut, c'est pas unique, puis pas en ordre. Si tu veux le faire autrement, c'est à toi de l'indiquer. Ici, juste pour connaissance générale, hein, vous avez vu quelques collections possibles. Donc, si je te parle de set ou si je te parle de liste, ben ici, je peux voir les propriétés que ces collections-là auraient. Donc, si j'ai besoin d'une liste, hein, ben c'est quelque chose qui est trié, donc c'est ordered. Puis, je peux avoir des doublons dans la liste, fait que c'est non-unique. Admettons que je regarde un set. Donc, le set, c'est non trié. Okay? Les valeurs sont disparates. Je ne sais pas dans quel ordre ils vont être mis quand j'essaie d'aller y accéder. Mais, dans un set, je ne peux pas avoir deux fois la même valeur. Donc, les valeurs sont uniques. Fait avec ça, ça nous permet de voir qu'est-ce qui est possible par rapport à nos propriétés. Fait que ça fait le tour de notre syntaxe pour les attributs. OK? Donc, on est capable, si on revient dans notre classe, de dire, OK, j'ai le nom de ma classe. Par convention, on utilise un terme avec une lettre majuscule au début. On a la liste des attributs. On vient de voir tout ce qui est possible. Ensuite, on a la possibilité d'avoir les différentes opérations. Donc, les opérations vont aussi avoir leurs propres règles, mais on va voir qu'ils ont beaucoup de règles qui sont les mêmes que les attributs. Fait que si on retourne là, fait que si on regarde les règles des opérations, on peut voir que la première règle, c'est la même. On a de la visibilité, c'est la même chose que qu'est-ce qu'on connaît déjà. Ensuite, on a le nom. Ça aussi, on sait qu'est-ce qui se passe avec ça. On a la liste des paramètres qu'on va regarder dans quelques instants, mais si on fait juste continuer à regarder ceux qu'on connaît, on va voir qu'on va rajouter un type. Donc, le principe de type, on connaît déjà, mais là, on va voir que c'est pour le type de retour. Puis finalement, on a une liste de propriétés qui sont les mêmes que la dernière fois. Donc, on peut avoir des propriétés, des caractéristiques uniques pour l'opération que je suis en train de décrire. Fait qu'est-ce qu'il y a de différent? Ben, il y a la liste de paramètres. Hein, parce que quand on parle d'opération, habituellement, on parle de fonction, on parle de méthode qui vient s'agencer à ça. Donc, on va voir le nom de la méthode, puis on va voir la liste de paramètres que cette méthode-là doit prendre. Pour comprendre qu'est-ce qui est possible avec ça, on a, en dessous, la sous-règle pour chacun des paramètres. Donc, on voit ici que la sous-règle de paramètres, ça a besoin d'un mot-clé au début qui est in, out ou rien pantoute. Ensuite, on a le nom, 2 points avec le type, la multiplicité, la valeur par défaut, puis les propriétés. Fait que le nom, on sait c'est quoi, le type, on sait c'est quoi, la multiplicité, on sait c'est quoi, les valeurs par défaut, on sait c'est quoi, les propriétés, on sait c'est quoi. Ce qui nous manque, c'est le premier élément, le in, out, rien ou in, out. Donc ça, en fait, c'est un principe qui est utilisé beaucoup dans les un petit peu plus vieux langages de programmation, là. En fait, si vous vous souvenez à votre cours, votre deuxième cours de base de données, celui-là qu'on n'a pas fait ensemble, là, malheureusement, où c'est que vous avez fait du PL/SQL, quand vous écriviez des différents paramètres, il fallait indiquer la direction du paramètre. Puis vous utilisiez la même nomenclature avec le in-out. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, ou c'est trop loin derrière vous? Ouais. Ça, c'est quand on faisait des fonctions et des... j'ai oublié l'autre. Ouais, c'est ça, là. C'est ça, au niveau des fonctions. Des triggers, sûrement, que tu voulais dire, mais... des déclencheurs, des procédures, des fonctions, ouais, c'est ça. Donc, dans toutes ces affaires-là, c'est là que ça se passait. Donc, le principe, c'est de dire... quand je reçois un paramètre puis que je veux aller lire l'information qui est à l'intérieur de ce paramètre-là,
qui est l'utilisation standard d'un paramètre, c'est que c'est un paramètre qui est en in. Donc, je reçois l'information, je veux l'utiliser. Mais quand j'ai besoin de retourner de l'information par le paramètre, habituellement qui va être utilisé par référence. Okay? Donc, dépendamment du langage de programmation que tu utilises, ça va être soit une référence, un pointeur dans un autre langage, une référence vers l'objet. Donc, dépendamment de quel langage tu utilises, mais le principe, c'est si je veux remplir ce que je reçois d'une nouvelle information, puis que c'est ça le but de l'opération de la méthode, c'est que c'est en out. Le but, c'est de le remplir. Je m'en fous de ce qu'il y avait dedans, moi je vais l'effacer, puis c'est pour utiliser par la suite. Puis, on a le dernier, qui est en fait l'agglomération des deux. Si j'ai besoin d'aller lire une première valeur dedans, puis mettons le mettre à jour, ben là, ça serait un in-out. Donc, ça permet de mieux classifier c'est quoi le but du paramètre. Mais encore une fois, si vous regardez la règle, c'est quand même facultatif. Donc, tu n'es pas obligé de le mettre si c'est évident qu'est-ce qui est supposé se passer avec ça. Parfait. Fait que on a notre syntaxe des opérations, on a notre syntaxe avec les paramètres. Dernière chose, bon, on a le type. Donc, comme les attributs, on peut mettre un 2 points type. Mais dans ce cas-ci, ce type-là, ça va être pour la valeur de retour de la fonction. Donc, ça ne sera pas pour représenter quoi que ce soit qui est à l'intérieur courant. Parfait. Dernière chose qu'on va jaser par rapport à la syntaxe à l'intérieur des classes, c'est le principe de éléments statiques. Donc, on avait dit que la classe, c'est supposé être un plan pour un objet concret qui va avoir les mêmes caractéristiques que la classe est supposée représenter. Mais parfois, on a besoin d'informations, on a besoin d'opérations qui ne seront pas partie des objets concrets, mais qui est quand même représentatif de la classe. Donc, dans ces moments-là, on a des éléments statiques. Donc, quand j'ai besoin d'avoir une variable au niveau de la classe, habituellement, l'élément le plus typique de variable de classe, ça va être le principe de compteur. Hein? Fait que si on prend l'exemple de j'ai des objets, des gâteaux, hein? Donc j'aime ça me faire des gâteaux que je peux manger, qui ont un type de glaçage, un type de rembourrage. Quand je veux les faire, j'ai besoin de la recette de gâteau. Hein? Donc, j'ai besoin de ma classe qui représente un gâteau. La recette elle-même, c'est pas un gâteau. Hein? Si je mange la recette, j'ai encore faim. Il faut que je prenne ma recette pour faire les gâteaux. Mais si je veux savoir, j'ai fait combien de gâteaux? Faut que j'aille quelque part l'information qui se souvient, j'ai réussi à faire combien de gâteaux à date. Fait que moi, ce que je dis, c'est que sur ma petite recette, ben, je mets des petits X à chaque fois que je mets un gâteau, puis ça, c'est une variable de classe. Donc, c'est une information qui est stockée au niveau de la classe. Donc, ces informations-là, dans la majorité des langages de programmation, c'est des éléments statiques. Okay? Donc, on va dire des attributs statiques, des opérations statiques, des propriétés statiques, des méthodes statiques. Donc, quand on a cette... en Java, c'est le mot-clé statique directement, là, fait qu'on peut très bien voir où c'est que ça s'en va. Donc, si... Oups. Comme c'est ici. Donc, si je veux représenter ça dans mon projet, comment est-ce que je vais faire ça? Ben, je vais utiliser le soulignage. Donc, je vais pouvoir souligner une valeur, puis ça va représenter un élément statique à la classe. Donc, ça veut dire que cet élément-là ne sera pas représenté dans les différents objets de la classe. Parfait. Fait que, dernière chose que je veux mentionner, c'est le principe de granularité. Donc, quand je vais construire mon diagramme de classe, surtout durant les premières ébauches, je peux faire mon diagramme de classe très précis, okay, avec toutes les particularités possibles, ou moins précis,
Puis je peux même aller très très vague avec juste le nom des classes. Donc, le principe ici, c'est que l'UML est capable de vivre avec le dynamisme d'une méthodologie itérative. Donc, j'ai parlé dans le premier cours que la méthodologie de développement de projet qui est in en ce moment, là, donc c'est la méthodologie agile qui demande d'itérer rapidement puis continuellement sur le même projet pour rajouter des éléments à chaque fois. Donc, le principe, c'est que quand je vais essayer de faire un diagramme de classe, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer juste en énumérant les classes. Pas besoin de remettre rien d'autre. C'est quand même un diagramme UML valide. Après ça, je peux faire un autre pause pour dire, OK, ben là, je vais penser aux différents attributs, aux différentes opérations, mais sans me badrer par les détails. Juste énumérer les différents noms, OK? Le restant, je vais le combler par la suite. Puis là, après ça, je peux aller dans les détails, dire, OK, ben ça va être quoi les différentes visibilités, ça va être quoi la multiplicité de chacun des éléments, puis là, d'aller chercher c'est quoi qui est possible à chaque étape. Fait que ça nous explique la syntaxe pour la déclaration des classes dans un diagramme UML. Ça, c'est notre première partie de cours d'aujourd'hui. Je pense qu'on se mérite une petite pause avec ça. Fait que, mettons qu'on se donne 15 minutes plus 2 pour que ça soit rond, là. Fait que à 9h35, on revient ici. Puis on va aller regarder la prochaine étape du diagramme UML qui va être les associations entre les différentes classes. Est-ce qu'on est bon avec ça? Yeah! Yeah! Excellent. Très bien, merci. Ça te dérange pas d'enlever un peu la prise de contrôle parce que là, si tu fais, comment dirais-je, le partage de l'écran, fait qu'il y a toujours la barre de navigation qui est là, fait que ça ne fait pas montrer tout ce qui est en bas de document. Tu peux cliquer quelque part. Attends. Où c'est que tu cliques pour que ça s'en aille? J'essaie de cliquer quelque part. D'habitude, ça fonctionne, mais quand j'essaie de cliquer quelque part, ça ne disparaît pas, en fait. Je ne sais pas si je suis la seule à le remarquer. Ou... Non, mais la comme barre de tâches. Comme la barre de comme turn camera off. Des affaires de même, là, tu parles, là? Carlos, tu disais quelque chose? Excusez-moi pour le bruit. Hein. C'est correct. T'habites où c'est que t'habites, là. On n'a pas bien le choix. Non, mais je me demandais c'est quoi que tu venais de dire parce que non, c'était pas exactement clair qu'est-ce que ton intention, je veux dire. Ce que je veux dire, la barre où on peut activer le micro, activer la caméra et tout, avec la prise de contrôle, elle est toujours là en fait. Elle est statique, elle disparaît pas quand on clique ailleurs. Je sais pas si je suis la seule à le remarquer. Ok, là c'est bon. C'est ça, faut juste que tu mettes ton curseur comme dans le milieu de la page, puis c'est là qu'elle va disparaître pour des raisons d'interface utilisateur de Teams bizarre. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Excellent. Je dois avouer, cette barre-là, c'est la seule chose que j'aime pas de Steam, de Teams. Ben, tu peux pas la bouger, c'est ça la vraie problématique. Là, si tu peux la bouger, puis comme la mettre quelque part d'autre, ça serait facile, mais non. Ça bloque du contenu en plus. Non, mais si tu sais, c'est comme, tu peux l'enlever, hein. C'est comme, elle peut s'enlever tout seul, là. Ouais, elle s'enlève tout seul après une seconde, mais bon Dieu. J'avais cherché en ligne pour trouver une solution pour l'enlever, puis il y avait un thread avec 200 commentaires, répondu par Microsoft. Ça fait 2 ans que c'est là qu'ils ont dit qu'ils sont en train de régler le problème. Ben ça c'est comme une autre affaire. Je sais pas si tu as remarqué, mais l'application change automatiquement le volume de ton microphone, dépendamment de comme s'il pense que tu parles pas fort ou fort. Mais comme moi, mon setup, il est fait d'une manière très explicite pour pas que j'aille à parler fort parce que j'ai quelqu'un d'autre à côté de moi qui a aussi un micro, puis comme on veut pas se overshare, fait qu'on a des micros sur des gentils stands que j'ai juste à parler dedans, puis vous m'entendez. Mais comme
Teams, il pense que comme je parle pas fort, fait qu'il essaie de monter le son du micro. Fait que puis c'est un autre feature, ils ont juste pas ça, là, de comme enlever le automatic gain, là. C'est juste pas un feature qui est assez intéressant. Fait qu'il a fallu que je focaillage autour pour trouver des solutions alternatives, là. C'est pas encore parfait, mettons, comme application. C'est pour ça que ça sonne bizarre des fois de mon bord, là. Okay. Ben, tu sais, quand le monde, tu commences à parler, puis là, comme on dirait que tout s'élève autour, puis t'entends toute le rue, là, c'est parce que Team, il pense qu'il parle pas assez fort. Mais comme il n'y a pas de manière de l'enlever. Je crois que c'est le même système que Skype, un peu, là. Oui, mais dans Skype, tu peux l'enlever, tu sais. Dans Skype, tu peux dire à Skype, fuck you, je sais comment mon son il marche, laisse-moi le gérer, tu sais. Le gain automatique, c'est pas un mauvais feature, c'est de pas pouvoir l'enlever qui est comme... Yeah. Mm-hmm. Les associations. Donc, bienvenue au cours, ok? On a vu la syntaxe par rapport à nos amis les classes. Maintenant, on va regarder comment faire des liens entre différentes classes. Donc, on va voir qu'il y a une partie qu'on connaît déjà, en fait. Donc, si on regarde ici, on a une association entre deux classes. Puis, on peut voir qu'on a le lien, on a un rôle, on a une action, puis on a aussi de la multiplicité. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on connaît, mais on a des nouveaux éléments qui sont la navigabilité qu'on va aller regarder ensemble. Donc, quand on a les différents éléments, il y a plusieurs choses qui reviennent de notre cours de base de données. Donc, on a deux classes, on a un lien entre les deux. Si on a un nombre, donc, ou une étoile, ça représente la multiplicité. On va revenir, juste pour être certain qu'on comprenne bien ça dans quelques instants. On a le nom de l'association. Okay, donc, c'est quoi qui se passe entre les deux éléments. On a le sens de lecture. Donc ici, ça me permet de savoir dans quel sens il faut que je lise le nom de l'association. Donc je peux voir ici que c'est le professeur qui donne des cours à des étudiants. Puis on peut voir aussi que le professeur, il y a un rôle de chargé de cours, donc un rôle de conférencier pour les étudiants. Okay, donc, dans d'autres dynamiques, le professeur pourrait avoir un rôle de chercheur, il pourrait avoir un rôle d'administrateur. Donc, dépendamment de ce qui se passe comme association, on peut assigner différents rôles. On peut voir aussi qu'avec le rôle, on a le principe de visibilité. Donc, c'est le même principe qu'on avait dans les syntaxes d'opération et d'attributs. Donc, le plus, le moins, le dièse, le tilde pour Public, Private, Protected Package. Fait qu'on va regarder chacun de ces éléments-là pour être capable de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Surtout, on va commencer avec la navigabilité parce que c'est l'élément qu'on ne connaît moins. Donc, quand on parle de navigabilité, on dit est-ce qu'un objet connaît l'autre objet? Donc, on a deux types de navigabilité. On a la navigabilité qui est dans un seul sens, okay, où c'est qu'il y a un sens qui est non navigable. Donc, le premier exemple à droite, ça nous dit que A peut accéder à B, mais B ne peut pas accéder à A. Okay? Donc, je suis capable d'aller dans le sens de A vers B, mais je ne suis pas capable d'aller dans le sens de B vers A. On va voir comment est-ce qu'on implémente ça en Java à la fin d'aujourd'hui. On va voir un exemple de génération de code. Donc, si c'est pas clair comment est-ce que je suis supposé représenter ça, ça devrait l'être avant la fin d'aujourd'hui. Si on n'a pas marqué de sens à la navigabilité, ben c'est juste implicite que c'est comme si on avait une navigabilité bidirectionnelle. Ça veut dire que c'est comme si on avait des flèches des deux bords. Je peux aller dans un sens comme dans l'autre. En fait, il y a même un peu de raccourci syntaxique qui existe. Donc, dans la norme UML, quand on a une navigabilité bidirectionnelle, donc qui va dans les deux sens, on peut avoir deux manières de l'afficher. Donc, soit juste un trait normal, comme le premier AB, ou sinon un trait avec une flèche ouverte dans les deux sens, comme le deuxième AB, dans ma première colonne.
Mais ce que nous, on va dire, c'est qu'on va juste en prendre un qui est celui qui est le plus simple à écrire. Hein? Comme ça va nous permettre d'avoir des choses qui sont plus lisibles, plus conviviales. Donc, on va dire que quand on a besoin d'afficher la navigabilité dans les deux sens, on fait juste mettre un trait entre les deux classes. Même principe pour indiquer que la navigabilité est juste dans un sens. On peut avoir, comme on a vu, comme le dernier exemple de ma première colonne, une croix sur un bord puis une flèche dans l'autre. Mais on peut tout simplement avoir la flèche juste dans un sens puis pas la croix. Donc, ça indique quand même la navigabilité juste dans un sens. Fait que ce qu'on va faire encore une fois, c'est que nous, en tant que pratiquants d'UML, on va prendre des conventions puis on va dire on veut juste avoir le A vers le B, on veut juste avoir une flèche, pas besoin de mettre le X. C'est pas nécessaire. Parfait. Hugo? Oui. Est-ce que c'est normal qu'on voit une page blanche? Non. Je vais La avec page non. Est-ce qu'il y a d'autres mondes qui voient une page blanche? Non, moi c'est correct pour moi. Pour moi, Ok. c'est blanc. Oh, qu'est-ce qui arrive si je change, ça revient-tu? Ok, donc c'est moi le problème, je vais gérer, merci. Ben attends, je vais essayer de repartir la présentation juste pour être certain. Là. Ah, pour moi, c'est good, là, c'est plus blanc maintenant. Ah, d'accord. Est-ce que c'est encore blanc? Ouais, Non, c'est bon pour moi. Pour moi, c'est toujours blanc. Je vais essayer de revenir. Walid dit que tu pourrais redémarrer Teams. Ok, Ça, c'est cool. bon. On va attendre quelques secondes. C'est bon. Ça marche? Oui, ça marche. Excellent. Là, je suis à la... Revenez sur la page 21, on va voir si c'est... Parce que c'est la page 20... Là, on est page 23. 22. 21, Oui, c'est bon. 22, 23. C'est bon. Merci. Excellent. Et là, je veux faire ça, faire ça. OK, parfait. Donc, on va voir comment est-ce qu'on écrit ça dans le code. Hein? En fait, il y a deux manières de le représenter, cette association-là. Quand on a une association, mettons, entre l'étudiant puis le professeur, donc l'étudiant est supposé savoir c'est qui ses professeurs, on peut premièrement le faire de la manière de droite, qui ne sera pas la manière qu'on va utiliser. Donc, dans cette manière-là, ce qu'on dit, c'est qu'on assigne nous-mêmes un attribut hein, qui va être lecturer, puis on a le professeur qui va être un tableau de professeur. Hein, donc, ça nous permet de voir le lien entre les deux. Mais un peu, c'est la même règle en fait qu'on avait implémentée dans notre diagramme de classe quand on faisait des conceptions de bases de données. Si tu es en train de mettre un attribut d'une classe qui est déjà dans ton diagramme, tu devrais simplement l'avoir comme un lien à la place. Donc, la méthode de droite, c'est pas la méthode à faire. Nous, ce qu'on va faire, c'est la méthode de gauche, qui va dire on ne met pas d'attribut dans le student, mais on affiche le lien. OK, donc, gauche et droite, ça représente le même code qu'on peut voir en bas. Là. Donc, en Java, on a la classe professeur qui fait des choses, puis à l'intérieur de student, il va quand même avoir un tableau de professeur qu'on va appeler lecturer. Mais la méthode de gauche est beaucoup plus lisible, beaucoup plus... affiche beaucoup mieux qu'est-ce qu'on essaye de représenter puis qu'est-ce qu'on essaye de faire. Parfait. Fait qu'on revient sur la multiplicité puis les rôles. OK, donc ça c'est le même principe qu'on avait vu dans les bases de données. Donc ça nous dit c'est combien qu'il va y avoir de liens entre un objet de chaque classe. Donc ce qu'on peut lire ici, c'est puis comment on lit, c'est pour un élément de où je pars, il va y avoir combien d'éléments où j'arrive. Donc ici, mon premier exemple, okay, où c'est que j'ai un conférencier, un chargé de cours, puis à droite, j'ai une liste de devoirs, une liste de travaux. Fait que j'ai le 1 puis le étoile. Donc comment est-ce que je peux lire ça? C'est que pour un lecturer, pour un conférencier, il va y avoir plusieurs travaux, plusieurs assignments. Parce que
je commence, je passe toujours à 1, puis où c'est que je m'en vais, je regarde qu'est-ce qu'il y a à côté comme multiplicité, puis ça me dit il va en avoir combien de liens avec ça. Si je fais l'inverse, si je pars du assignment à droite, fait que j'ai pour un assignment, et il va avoir combien de lecturers, ben là je regarde le nombre tout de suite à côté, puis là je peux voir qu'il y en a un. Fait que je peux dire pour un assignment, il va avoir juste un lecturer. Fait que quand je regarde ce diagramme-là, c'est ça que je peux inférer de cette liste-là. Deuxième exemple, on a des enseignants, des chargés de cours, lecturers, puis on a des cours qui sont donnés. Ben là, ici, je peux voir que c'est un plusieurs à plusieurs, un many to many ou un M to N là, dans la nomenclature. Fait que là, on peut voir que un chargé de cours peut donner plusieurs cours, puis je peux dire qu'un cours est donné par plusieurs chargés de cours, plusieurs enseignants, plusieurs conférenciers. Donc, encore une fois, comment est-ce que je fais pour lire la multiplicité? C'est, je pars d'où je suis, j'ai un de ça, je vais avoir un lien avec, puis là, je suis la ligne, puis là, je vais voir la multiplicité avec où c'est que je m'en vais. Le rôle, donc c'est l'élément que je peux marquer à côté de la multiplicité, va me donner c'est quoi l'implication par rapport à le lien que ça représente. Donc ici, l'exemple semi-typique, c'est une association unaire, là, une association sur elle-même, puis qui dit, ben, une personne peut examiner une autre personne, mais dans ce cas-là, il va y avoir une personne qui va être examinée, puis il y a une personne qui est la personne qui va examiner. Donc, même principe quand on avait, mettons, une hiérarchie familiale, où c'est que tu peux avoir des enfants puis des parents, fait que d'un bord, t'es l'enfant, puis de l'autre bord, t'es le parent. Donc, il faut indiquer le rôle pour bien comprendre c'est quoi l'association qui est mise en jeu. Là, on va voir quelques nouvelles versions des associations qu'on n'avait pas vues durant le cours de base de données. Piou! Fait qu'ici, on a la contrainte exclusive XOR, donc le OU exclusif. Là. Le OU exclusif me permet d'avoir d'un bord ou de l'autre, mais pas les deux. Hein? Donc le OU exclusif, c'est le OU, mais que tu n'as pas le droit d'avoir les deux pour que ça fonctionne. Pour travailler avec ça, on va voir qu'on a une nouvelle syntaxe qui va nous dire, ben, entre les deux associations, je vais avoir des pointillés avec le mot-clé XOR. Donc, pour parler de ça, on voit ici, dans l'exemple, donc je peux faire un examen. L'examen, je peux le faire soit dans un bureau, mettons administratif, ou sinon, je peux le faire dans une salle de cours. Mais je ne peux pas avoir un lien avec les deux en même temps. Je ne peux pas faire l'examen en même temps dans un bureau, puis en même temps dans une salle de classe. Donc, puisque c'est un OU exclusif, ben, ça me permet de dire c'est ça qui se passe avec. Alright. On a l'exemple, mais je pense qu'on peut passer au prochain tout de suite. Ah, tu vois, là, c'est moi qui est blanc. C'est nice. Oui, c'est bon. On le remet comme ça. OK. Fait que on est là. On retourne là. On fait disparaître les choses. Allez, t'es capable? OK. Fait que, on a comme nouvelle association aussi les associations NR. Donc, on avait l'association binaire, hein, donc bi pour deux, donc une association entre deux objets. Ben, les associations NR, c'est une association entre
plus de 2 objets. Ce qu'on va voir habituellement, c'est des associations ternaires, donc entre 3 objets différents. Donc ici, on a un exemple où j'ai des étudiants, j'ai quelqu'un qui donne le cours, puis j'ai des examens. Puis cette relation-là, ben, il y a comme une relation à 3 qui se passe ici, là. Donc, un étudiant va faire un examen par un lecturer. Puis, il faut être capable de représenter ça dans notre diagramme de classe. C'est quelque chose qui est pas disponible vraiment de manière conviviale dans les bases de données. Fait qu'on avait sauté par-dessus, mais quand on va tomber dans des purs diagrammes de classe puis de l'implémentation en pur Java, c'est très possible que ça arrive. Donc, il faut être capable de bien représenter ça. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on représente ça, c'est une association à chaque fois. Fait que à chaque fois, c'est un étudiant pour un examen, pour un lecturer, puis ça donne une association possible. Parfait. Puis, il faut faire attention pour bien comprendre l'alternative à la chose. Donc, si on ne connaît pas l'association NR, ce qu'on peut essayer de faire possiblement, c'est la partie de droite. Mais il faut comprendre que la partie de droite, ça ne sera pas l'élément de gauche. Parce que ici, si on regarde la partie de droite, on dit qu'un étudiant peut passer un ou plusieurs examens, puis il n'y a pas nécessairement de lien avec un enseignant. Donc, c'est pas ça que je veux représenter, moi. Il faut absolument que l'enseignant fasse partie de cette association-là. Donc, l'association NR me permet de mieux représenter des associations à 3 ou plus classes. Donc, en gros, tu mets un losange, puis tu plugues tout dans le losange. On a aussi une autre... pas directement une association, mais un autre dérivé des associations qu'on n'avait pas vu, qui étaient les classes d'association. Puis en fait, on l'avait vu un peu par la bande dans les bases de données. Donc, quand on avait une relation de plusieurs à plusieurs, donc ici, là, préparez-vous, là, je vais vous poser une question. Là. Donc, si on avait 2 classes, okay, donc, admettons ici des étudiants puis des examens, puis on avait une relation de plusieurs à plusieurs. Donc, l'étudiant peut faire plusieurs examens. Comment est-ce qu'on réglait ça dans une base de données? C'était quoi l'étape intermédiaire qu'il fallait avoir pour que ça marche? Est-ce qu'on se souvient de ça? On doit créer une autre table. Exact. Donc, on avait une table de jointure qu'il fallait qu'il soit créée. Hein? Donc, on avait une table de jointure qui permettait de prendre les deux et de dire, ben, entre les deux, j'ai comme mes différentes associations qui vont être listées. Ben là, ici, on va avoir une extension de ça. Donc, si j'ai mon étudiant qui passe mon examen 1, puis mon étudiant 2 qui passe mon examen 1, puis mon étudiant 1 qui passe l'examen 2, puis toutes les possibilités possibles, hein, j'aimerais ça avoir une information qui est rattachée à ce lien-là. Donc, admettons que j'ai ma relation, puis ben, si l'étudiant passe un examen, sûrement que j'aimerais ça avoir une note qui est rattachée à cet examen-là. Donc, on va avoir des classes d'association. Donc, la classe d'association, c'est une classe qui est par rapport à un lien entre deux classes, ok, mais qui va rajouter de l'information par rapport au lien. Donc, si on regarde ici, on a 2 exemples de disponibles. Si on regarde l'exemple du haut, donc on a un programme d'études, le study program, puis on a un étudiant. Ben, quand on relie le programme d'études puis l'étudiant, on a une inscription qui s'est faite. Puis à chaque fois que j'ai une inscription, j'aimerais ça me rappeler de la date d'inscription. L'étudiant peut s'enregistrer dans plusieurs programmes là, à travers son curriculum. Là, là. On est au cégep, là, on sait bien que tu peux essayer 5 programmes avant de trouver celui-là qui te convient. Donc, pour chacune des inscriptions, il faudra avoir la date de départ. Mais ça n'a pas rapport avec le programme, ça a rapport avec l'étudiant. Fait que
mais l'étudiant, il faudrait qu'il y ait plus qu'une valeur à l'intérieur, fait que ça fait pas de sens que ce soit purement dans l'étudiant. Fait que c'est une information qui est associée au lien entre les deux. Donc la classe d'association, c'est une classe, mais qui est associée à un lien entre deux éléments. Fait que pour représenter ça, on a la classe qui est reliée à un lien, mais avec une ligne pointillée. Donc on peut voir ici le enrollment, c'est une ligne pointillée, ça marche bien. On peut avoir le même principe dans l'exemple du bas. Donc si on regarde entre l'étudiant, l'examen puis le lecturer, on sait que ça c'est une relation ternaire entre les trois. Puis ben, à chaque fois qu'un étudiant passe un examen par un des profs, je devrais avoir une information additionnelle qui est combien l'étudiant a reçu. Fait qu'on a le grade qui vient avec. Les classes d'association, c'est pas mal juste utile quand on a des relations de plusieurs à plusieurs, des relations de many à many, des relations de n à m. Parce que si c'est une relation qui est de 1 à quelque chose, fait que mettons ici l'exemple du bas, où c'est que j'ai une compagnie, okay, la compagnie engage une ou plusieurs personnes, mais chaque personne peut juste être engagée par une compagnie. Fait que quand une compagnie engage quelqu'un, il y a un contrat qui a été signé, okay, puis là je suis comme, ok, ben le contrat c'est une clause qui est associée à qu'est-ce que je suis en train de faire avec la compagnie, mais puisque j'ai juste une personne, puisque la compagnie ne peut être associée qu'à une compagnie, je vais répéter mes choses, j'ai dit trop de mots en même temps. Puisque ma personne peut seulement être associée à une seule compagnie, ben, je peux, à la place, dire le contrat, les informations du contrat, je vais juste les mettre dans ma personne. Je n'ai pas besoin d'avoir plusieurs possibilités de compagnie par rapport à ça. Fait que les classes d'association, majoritairement seulement utiles quand on a des relations de plusieurs à plusieurs. Puis les classes d'association ont aussi une caractéristique intrinsèque, c'est que ça représente un lien unique entre deux objets de chacune des classes. Donc quand je regarde, mettons, le diagramme de gauche, ce que ça dit, ce diagramme-là, c'est que j'ai des inscriptions, puis une inscription représente un programme d'études avec un étudiant précis. Okay? Donc, je n'ai pas le droit de refaire cette même inscription-là. Donc, un étudiant peut seulement avoir une seule relation d'inscription avec un programme d'études. Donc, la manière que c'est représenté, l'étudiant ne pourrait pas se réinscrire au même programme. Tandis que dans l'affichage de droite, ben là ici c'est beaucoup plus disparate parce qu'on a des inscriptions par rapport à différents programmes, puis on a des inscriptions par rapport à différents étudiants. Fait que ici c'est moins lié, ok? Mais ça permet d'avoir un étudiant qui s'inscrit plusieurs fois au même programme d'études. On a une syntaxe qui me permet d'avoir cette possibilité-là. Donc ici, j'avais dit que par défaut, hein, quand on a la classe d'association, on peut avoir seulement un lien entre les deux autres classes. Ben, on peut utiliser le mot-clé non-unique pour faire fi de cette restriction-là. Donc ici, dans le diagramme de droite, ça serait j'ai le droit d'avoir un exam meeting pour un examen puis un étudiant plusieurs fois. Tandis qu'à gauche, ça serait impossible dans la représentation donnée. Parfait. Fait qu'ici, juste un exemple de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Fait qu'on a ici des cours, on a des étudiants, puis on a la classe d'association qui est le résultat de l'étudiant. Donc, si on regarde le premier diagramme, donc ici il y a deux diagrammes, là, le premier avec les trois boîtes, puis il y en a un en dessous. Le premier diagramme, c'est le diagramme de classe. Donc, le diagramme de classe a le cours, l'étudiant, puis le résultat. Puis on peut voir ici que ça l'indique que la classe d'association est non unique.
Fait que qu'est-ce que ça implique, ça? Ça veut dire que pour un cours donné, puis un étudiant donné, j'ai le droit d'avoir plusieurs fois des gradings. Fait que, en dessous de ça, je peux voir le diagramme d'objets, hein, donc qui vont représenter un moment instantané quelconque à l'intérieur de mon élément. Donc, je peux voir que j'ai mon cours de DB à gauche, j'ai mon étudiant CH à droite, puis je peux voir que entre ces deux-là, donc entre ces deux instances concrètes-là, j'ai deux liens qui sont liés à la classe associative, à des objets de la classe associative dans ce cas-ci. Donc, j'ai deux résultats, un de 5 puis un de 1. Fait que ça, c'est nos classes d'association. Ça nous permet de rajouter des éléments par rapport à un lien entre deux différentes classes. Prochain élément important pour les diagrammes de classe. Puis, non, c'est l'avant-dernier élément. On a le principe d'agrégation. Donc, le principe d'agrégation, c'est de dire j'ai un élément qui est composé de d'autres éléments. Donc, l'exemple classique qui est utilisé un petit peu plus tard, c'est le principe de j'ai des pneus, OK? Ben, mes pneus, ils font partie d'un auto. Fait que si j'ai un auto, ben l'auto est agrégé de plusieurs éléments, donc des pneus, un moteur, des portes, une radio. Puis chacun de ces éléments-là, ben c'est un autre type. On va voir qu'il y a deux types d'agrégation possibles. On va voir les agrégations partagées, puis la composition. Quelques notes à savoir sur l'agrégation, c'est que l'agrégation, on dit qu'elle est transitive. Mot fancy pour dire si quelque chose est dans l'élément, tous ces éléments, lui, font partie du tout. Autrement dit, là, encore de manière plus simple, fait que si j'ai un auto, puis dans l'auto, il y a des pneus, puis dans les pneus, il y a des écrous, ben dans l'auto, il y a les écrous. OK? Donc, si j'ai un niveau de contenant, ben j'ai juste à défaire tous les contenants puis aller au plus profond, mais ça fait partie du plus grand contenant quand même. L'arbre est dans ses feuilles, Marilon Marilé. Deuxième chose, c'est que les agrégations doivent être asymétriques. Ça veut dire que j'ai pas le droit d'avoir en fait un cycle qui me permettrait d'avoir une infinité de liens. Fait que si j'ai un auto, puis dans l'auto j'ai des pneus, ben dans les pneus, j'ai pas le droit d'avoir un autre auto. Qui aurait des pneus, qui aurait un autre auto, qui aurait des pneus, qui aurait un autre auto. OK, on n'a pas le droit de faire de l'inception ici, là. OK? Faudrait que j'aille mon soundboard de Inception de prête. Donc, ça, c'est les possibilités par rapport à l'agrégation. On va regarder les deux types d'agrégation possibles. Donc, le premier qu'on va regarder, c'est l'agrégation partagée. Donc, l'agrégation partagée, c'est ce qu'on appelle une agrégation à faible appartenance. Donc, le principe ici, c'est de dire, j'ai un lien vers un élément, mais cet élément-là, ça se peut qu'il fasse partie de d'autres collections, d'autres associations, d'autres agrégations. Fait que, premièrement, si on regarde la syntaxe pour représenter l'agrégation, ben ici, on peut regarder les deux exemples en bas. On a, si on regarde, mettons, le dernier exemple, celui de la deuxième ligne, on a un study program, donc un programme d'études, puis des cours. Fait que, si on regarde ici, on peut voir qu'un cours fait partie d'un programme d'études. Donc, le programme d'études contient plusieurs cours. Donc, si je regarde, le losange va vers la grosse affaire, l'affaire qui contient les éléments. Fait que je peux voir que le programme d'études contient des cours. Mais le fait que c'est à faible appartenance, ça veut dire que le cours pourrait appartenir à d'autres éléments. Donc, si, mettons, à droite de ça, je pourrais avoir ici un certificat. Puis, pour le certificat, il faudrait aussi avoir le cours. Fait que le cours n'est pas
exclusif uniquement à mon association d'agrégation. C'est normal si c'est un peu fuzzy. On va regarder l'autre justement avec l'association forte, la composition. Je pense que ça va être plus clair qu'est-ce qui est possible avec ça. Donc, on a l'agrégation partagée, on a le lien, c'est un losange vide ou d'un gris pâle. Puis de l'autre bord, le deuxième type d'agrégation, c'est la composition. Donc la composition, là, c'est vraiment un lien fort d'agrégation. Ça veut dire que les éléments vont appartenir et ne peuvent pas être dissociés du lien d'agrégation. Fait qu'ici, dans l'exemple, on a un building, puis dans le building, j'ai différentes salles de lecture, puis dans les différentes salles de lecture, j'ai des projecteurs. Okay? Donc ici, le projecteur, il va être physiquement dans la salle de lecture. Je ne peux pas avoir un projecteur qui est dans 2 salles de lecture différentes ou qui est dans 2 buildings différents. Okay? Le projecteur, il est à un endroit concret, puis je ne peux pas me dissocier de cette association-là. Donc la composition, c'est de dire un objet est inclus, appartient, fait partie d'un autre. Puis il n'y a pas de dissociation possible. Fait que ça, c'est nos deux. Puis pour la syntaxe de la chose, même principe, c'est un petit losange, mais cette fois-ci, le losange est rempli. Donc quand le losange est rempli, c'est que c'est fort, ok, c'est de la composition. Puis quand on a un losange vide ou gris pâle, c'est que l'association est faible, on va pouvoir le lier à d'autres éléments. Fait que si on regarde ici, les exemples suivants. Donc j'ai 4 modèles possibles. Donc les 3 premiers, c'est une relation entre un automobile puis des pneus. Puis la dernière association, c'est entre un automobile puis un type de pneu. Fait que on va prendre 1 ou 2 minutes là pour essayer de penser lesquelles de ces agrégations-là font du sens. Okay? Donc, est-ce que l'agrégation marche ou est-ce qu'elle n'a pas d'allure? Donc, pour chacun des cas, il y en a 4 ici, là. Pensez dans votre tête, là, on se donne une petite minute pour faire ça. Puis, on se demande, est-ce que l'agrégation est bonne ou est-ce que l'agrégation ne fait pas de sens puis ça devrait être représenté d'une autre manière? Donc, pour chacun, dites-vous, est-ce qu'elle est bonne, oui ou non? 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 Fait que dans votre tête, ayez 4 réponses de oui ou non. Puis, on s'en jase dans 1 minute. Fait que je vous laisse penser à ça. Time's up. Donc, si on regarde qu'est-ce qui est disponible par rapport à ces différents modèles-là, si on regarde le premier, on se dit, bon, j'ai un auto, puis j'ai une composition, donc une agrégation forte, avec des pneus. Donc, est-ce que les pneus, ils peuvent... si j'ai un auto, est-ce que ça se peut que le pneu qui vient avec l'auto soit avec quelqu'un d'autre ou avec un autre auto? Puis là, je suis comme, OK, ça sonne correct, ça, le fait que ça soit lié ensemble. Donc, je pense ici que l'agrégation forte entre la composition entre l'auto et les pneus, c'est la bonne chose. OK? Donc, déjà là, notre troisième dans la liste, qui a une agrégation faible, ça sonne un peu weird. Parce que si je me dis, ben voici mon auto, voici ses 4 pneus, mais en passant, le 4e pneu, il est après mon autre auto aussi en même temps. Ça fonctionne pas ici, là, comme dans la prémisse des choses. Mais même si c'est une composition, là, on a 2 choix. Donc, on a le premier choix qui nous dit que ça se peut qu'il y ait de 0 à 1 auto pour différents pneus. Ou sinon, il faut absolument qu'il y ait une auto, puis avec ça, il y a des pneus. Donc là, la question, c'est
est-ce que des pneus, ça peut exister sans qu'il y ait une auto de rattacher après? Moi, je pense que oui. Hein? Donc, on a la possibilité, puis là, si on commence à regarder derrière, donc, un pneu, ça peut exister sans voiture. Puis, si la voiture est là, par exemple, il faudrait qu'elle ait des pneus. Donc, on a le premier qui était correct. Le deuxième l'était pas parce que on ne peut pas avoir... on peut avoir des pneus sans voiture. Là, ça compterait ça. Le troisième marche pas non plus parce que mon pneu ne peut pas appartenir à plusieurs voitures en même temps. Mais le dernier, c'est intéressant parce que c'est une relation faible entre l'automobile puis le type de pneu. Donc, le type de pneu, ben, ça peut dire, moi, mon auto a des pneus d'hiver. Est-ce que ça se peut que mon auto ait des pneus d'hiver puis que ton auto ait des pneus d'hiver? Je pense que oui. Donc, puisque c'est un type et pas une entité physique concrète, la relation d'agrégation faible, c'est la bonne chose. Donc ici, on peut avoir un ou deux types de pneus, puis plusieurs voitures peuvent avoir le même type de pneus, c'est pas grave, on fait ça fonctionne dans notre tête. Fait qu'on avait juste le premier puis le dernier qui étaient des modèles valables. Alright. Fait que dernier petit élément avant une deuxième petite pause. On va cliquer pour que ça avance. Excellent. Donc, on va regarder le principe de la généralisation, okay, ou autrement appelé l'héritage. Donc, le principe, c'est que souvent, je vais avoir différentes classes qui vont avoir les mêmes caractéristiques, mais pas toutes les mêmes. Donc, j'ai des étudiants, puis j'ai des professeurs. Ben, les deux ont un prénom, un nom de famille, puis une date de naissance. Mais après ça, l'étudiant, lui, il a une série de cours qui va suivre, puis le professeur, lui, a un salaire. Donc, ils ont des éléments communs, mais pas tous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? C'est de créer une classe générique, OK? Donc, ou généralisée, là, parce que le mot générique, ça a d'autres implications en langage de programmation. Donc, qui permet d'avoir juste les éléments communs pour ne pas avoir à répéter dans chacune de nos classes les différents attributs, les différents comportements qui sont communs aux deux. Donc, comment est-ce qu'on représente ça dans notre diagramme UML? Ben, on a la classe mère, la super classe, la classe généralisée, qui est sur le dessus, puis qui va recevoir des flèches par rapport à ses spécialisations. Donc, on parle de sous-classe, on parle de classe spécialisée. Donc, ici, dans mon exemple, j'ai la personne qui est la super classe, la classe mère, la classe généralisée. Puis, à partir de personnes, j'ai des spécialisations qui sont les étudiants puis les employés. Donc, je pointe vers la classe générale. Donc, l'employé pointe vers personne, puis le student pointe vers personne. Puis ça dit que j'hérite, je reçois tous les attributs, toutes les opérations, toutes les associations, toutes les agrégations que personne pourrait avoir. Les généralisations sont aussi transitives. Okay? Donc ça veut dire que si je parle de personne, j'ai une spécialisation de personne qui est un employé, puis j'ai un employé qui est un professeur, ben le professeur est aussi une personne. Donc, ça me permet d'avoir beaucoup de code qui est simplifié à la place de répéter un paquet d'attributs puis de méthodes d'opération. Il y a aussi, dans les langages de programmation orientée objet, le polymorphisme qui va venir rentrer en jeu pour être capable de dire, ben moi je suis capable de travailler avec n'importe quelle personne, que ce soit un employé, que ce soit un étudiant, que ce soit un professeur, que ce soit une secrétaire, je suis capable de travailler avec n'importe qui a les caractéristiques d'une personne. Un sous-élément
possible de la généralisation, c'est les classes abstraites. Donc, les classes abstraites, le principe, c'est de dire j'ai des éléments communs, mais les éléments communs ne devraient pas représenter une entité réelle dans le système. Fait que ici, j'ai un exemple qui est purement biologique. OK, ici, il n'y a pas de commentaire qui vient avec ça. Puis, le principe, c'est qu'on a une personne, mais la personne a des spécialisations pour un homme ou une femme. Fait que ici, la personne a des caractéristiques qui sont communes aux deux, mais tu ne peux pas avoir quelqu'un qui est juste une personne. OK? Donc, il va falloir que ce soit une des spécialisations possibles derrière. Donc, comment est-ce que je fais pour représenter ça? Ben, j'utilise le mot-clé abstract au-dessus du nom de la classe pour dire que cette classe-là, son but, c'est juste de faire une agglomération des différentes caractéristiques communes, mais je n'aurai pas le droit d'avoir un instance, je n'aurai pas le droit d'avoir d'objet qui est juste de cette classe-là. Donc, les classes abstraites, c'est comme un regroupement de méta-informations, mais ça ne représente pas un élément concret de mon système. Une autre chose intéressante par rapport à la généralisation, mais qui est peu commun dans les langages de programmation, c'est le principe d'héritage multiple. Donc, l'héritage multiple, c'est la possibilité d'aller chercher plusieurs héritages en même temps. Donc, l'héritage multiple me permet d'aller chercher les attributs, les opérations d'une première classe, puis d'une deuxième classe, puis de toutes me les apporter pour être capable de le mettre pour moi-même. C'est pas implémenté dans beaucoup de langages de programmation parce que, premièrement, c'est compliqué à faire du côté du développement du langage. Puis deuxièmement, il y a des problèmes qui rentrent en cause quand on a ce qu'on appelle le problème du diamant, que aussi que tu as du multiple héritage de la même classe, puis ça peut devenir assez complexe quand on essaye d'implémenter ça dans le monde réel. Donc en Java, c'est pas quelque chose qui existe, là. Mais en UML, puisqu'on n'a pas de lien direct avec le langage de programmation, on peut représenter ça avec de l'héritage multiple. Juste pour se donner un petit exemple de qu'est-ce que ça donne quand on utilise la généralisation, j'ai l'exemple suivant qui me démontre un diagramme de classe, donc à gauche, puis j'ai le même diagramme de classe à droite, mais cette fois-ci avec de la généralisation. Donc les deux représentent la même information, mais ceux-là de droite utilise la généralisation pour être capable de simplifier le nombre d'attributs en tout que j'ai dans mon diagramme. Donc si je regarde, j'ai des étudiants, j'ai des associés de recherche, j'ai des employés administratifs, puis chacun a un nom, une adresse, une date de naissance, puis un numéro d'assurance sociale. Donc tous ces éléments-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, le diagramme de généralisation indique qu'on a une classe généralisée qui est une personne, mais la personne, c'est pas quelque chose que je peux être dans mon système, là. Okay? Donc, c'est une classe abstraite que je peux devenir. Puis, à partir d'elle, je peux être un étudiant, je peux être un employé, puis l'employé, lui, peut devenir un associé de recherche ou un employé administratif. Donc, on peut voir ici que l'employé, lui, a un numéro de compte qui était commun aux deux, puis l'étudiant, lui, a son numéro de matricule qui était commun juste à lui. Donc, avec la généralisation, ça nous permet de regrouper les éléments communs pour être capable de avoir des versions plus générales qui nous permettent souvent d'avoir du code plus simple rendu à l'implémentation. Parfait. Fait que ça, c'est tout ce qu'on avait à savoir sur les règles des diagrammes de classe en UML. On va prendre une dernière petite pause, puis après, en revenant de la pause, on va regarder comment
créer des diagrammes UML. C'est quoi les différentes étapes? C'est quoi que je veux faire devant une mise en situation pour créer un diagramme de classe? Puis on va se faire un petit exemple ensemble où on regarde une mise en situation, puis on applique le plan de création pour être capable de faire notre diagramme de classe. Fait qu'on se revoit dans 15 minutes. Fait qu'à 45. C'est pas pire ça? Oui! Excellent. Donc, re-bienvenue. On est rendu au point où on sait comment représenter les diagrammes de classe en UML, mais notre prochaine étape, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut créer un diagramme de classe UML à partir d'une mise en situation. Fait que quand on commence à créer les diagrammes, il faut se poser certaines questions. Okay? Parce que on n'est pas encore rendu au point où c'est qu'on peut juste regarder le texte puis dire voici facilement quelles sont les différentes classes qui sortent de là. Okay? Donc, c'est peut-être dans un autre 20 ans de machine learning, là, mais on n'est pas encore là. On a besoin de faire la conception par nous-mêmes. Quand on regarde une mise en situation, okay, habituellement, ce qu'on va vouloir faire, c'est regarder les différents noms qu'il y a à l'intérieur de mon projet. Puis ça va être capable de représenter les différentes classes qui devraient être à l'intérieur du dit projet. Après ça, je peux regarder les différents adjectifs, okay, ou les caractéristiques qui sont associées au nom. Puis ça, habituellement, ça va représenter les différents attributs. Puis finalement, on peut regarder les différents verbes qui sont associés dans mon... qui sont dits dans ma mise en situation. Puis habituellement, ça fait référence à des opérations, à des méthodes. Fait qu'on va regarder ensemble juste une mise en situation qui va nous permettre de appliquer cette méthode-là dans un problème réel. Donc, on a un système d'information universitaire. Donc, on voit ici différentes phrases. Fait qu'on dit, bon, une université se compose de plusieurs facultés, puis les facultés sont composées de divers instituts. Fait qu'on a une espèce de 3 tiers, okay, où c'est qu'on a l'université, la faculté, les instituts. Bon, chaque faculté et chaque institut, ils ont un nom, puis les instituts, ils ont chacun une adresse. OK, parfait. Les facultés sont dirigées par un doyen. OK, c'est un employé de l'université. Parfait. On a un nombre total d'employés qui est connu, donc c'est une information. J'imagine qu'il va falloir que je mette ça quelque part. Les employés, ils ont un numéro de sécurité sociale, ils ont un nom, une adresse courriel. Il y a une distinction entre du personnel de recherche puis du personnel administratif. Donc, on dit que les associés de recherche, donc du personnel de recherche, sont affectés à au moins à un institut. Donc ici, là, au moins, ça me dit, OK, peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Le domaine d'étude de chaque chercheur est reconnu. OK, c'est sûrement une information qu'il va falloir que je regarde quelque part. On dit que les associés de recherche peuvent être impliqués dans des projets, donc différents projets, pendant un certain nombre d'heures. Donc, il va y avoir des projets sûrement... Puis, entre mon chercheur puis mon projet, j'ai le droit d'avoir un lien, puis quelque part là-dedans, il va falloir que je sauvegarde le temps que le chercheur passe sur le projet. Fait que, puis après ça, les projets, ils ont un nom, une date de début, une date de fin, OK. Après ça, on dit que les attachés de recherche peuvent organiser des cours. À ce point-là, on dit que c'est des conférenciers ou des cours, des lecturers, sûrement en anglais. Puis après ça, chacun des cours, ils ont un numéro unique, un nom, puis une durée d'heures par semaine. Fait que là, je suis comme, OK, je veux être capable de prendre ces informations-là, puis créer mon diagramme de classe. Fait que, première étape, on veut identifier les différentes classes. Fait que, on va y aller avec l'élaboration de nos classes. Donc, quand je crée quand je lis cette mise en situation-là, la première chose que je veux faire, c'est représenter qu'est-ce que je modélise. En ce moment, je veux avoir le système qui représente l'université. Puis là, je vais souligner chacun des noms qui existent dans ma mise en situation. Puis je me dis peut-être que chacun de ces éléments-là, ça va être une classe. Fait que je les représente en tant que classe. Fait que là, ici, je peux voir, j'ai l'université, les différentes facultés, les instituts,
le doyen, des employés administratifs, des employés de recherche, des projets, des cours, puis le lecturer, le conférencier. Fait que tous ces éléments-là, c'est les noms qui étaient dans ma mise en situation, puis ça devient des classes. La première chose que je vais vouloir faire, c'est un peu épurer aux besoins avant de passer à la prochaine étape. Donc à chaque fois, j'ai comme une première version de jet, okay, un brouillon, où c'est que je marque tout ce qui se passe. Puis après ça, je retranche par rapport à peut-être que j'ai pas besoin de ça, peut-être que ça c'est mieux représenté sous cette forme-là. Donc ici, on a deux petits changements à faire. Le premier, c'est le doyen, on dit que c'est un employé d'université. Il n'y a pas de caractéristiques spéciales, il n'y a pas d'action spéciale qui est représentée dans ma mise en situation, dans le système que je veux représenter. Fait que ici, ça va juste être un employé comme un autre. Fait que j'ai pas besoin en fait de la classe doyen, parce qu'elle n'a pas de caractéristiques spéciales. C'est juste un employé. Deuxième problématique, c'est que on représente ici le système, c'est l'université. Donc, j'ai pas besoin d'une classe qui représente le système. Donc, ça va arriver souvent quand on travaille avec des diagrammes de classe. On n'a pas besoin d'avoir une classe qui est le système, puisqu'en fait, dans cette classe-là, il n'y aura rien habituellement. Là. Okay, ça va être juste une agrégation de tous les autres éléments qui en fait le système lui-même. Fait qu'une fois que j'ai réussi à faire ça, prochaine chose à faire, c'est de faire les différentes relations. Donc, en fait, non, excuse-moi. La prochaine chose à faire, ça va être de trouver c'est quoi les attributs. Alors, on veut compléter nos classes en premier. Donc, on va vouloir trouver c'est quoi les différents attributs qu'il y a à l'intérieur. Donc, quand on parle d'attributs, on parle de caractéristiques, on parle d'éléments qui ont une valeur attachée qui va aller dans chacune des classes que j'ai faites. C'est important de faire une première épuration des classes avant parce que sinon, ben, ça se peut que tu commences à rajouter des éléments d'une classe que tu vas juste hacher plus tard, puis là, ça va être difficile de le rapatrier, puis ainsi de suite. Donc là, ici, on va avoir les caractéristiques qui sont associées aux éléments. Fait qu'ici, on dit, bon, chaque faculté a un nom. Fait que tu vois, cet adjectif-là, ça s'en va avec la faculté devrait avoir un nom. Les instituts aussi devraient avoir un nom et une adresse. Donc, on peut voir ici que dans mon institut, j'ai un nom puis une adresse. Après ça, je peux voir que j'ai un nombre total d'employés qui est connu. Ben, un nombre total d'employés, ça va aller dans les employés, mais par exemple, c'est pas quelque chose qui a rapport avec l'objet directement. C'est plus quelque chose qui a rapport avec tous les objets de la classe. Fait que ça serait plutôt un membre statique avec un compteur qui me dit il y en a combien. On peut continuer comme ça, donc on souligne chacune des caractéristiques, chacun des adjectifs, puis on les associe aux différents éléments qui viennent avec. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, on va pouvoir passer à l'identification des différentes relations, puis ultimement des associations. Fait qu'on va regarder ici comment est-ce qu'on peut mieux représenter les éléments avec tout ce qu'on a vu avec les généralisations, avec l'association, avec l'agrégation. Donc on va vouloir passer au travers nos différents types de relations, puis essayer de voir est-ce qu'il y a des patterns qui s'appliquent pour notre projet courant. Donc, on a trois types de relations possibles. Hein. On a les associations pures, on a la généralisation, puis on a l'agrégation. Donc, si on a des mots-clés là, qu'il faut regarder, là, c'est quand on dit quand quelqu'un devient quelque chose. Quand on a des éléments qui font partie d'un tout. Okay? Donc, ici, on a... Attends, je vais revenir ici. Quand on a la phrase, il y a une distinction entre le personnel de recherche et le personnel administratif, ben, ça veut peut-être dire qu'il y a une version générale qui englobe les deux. Même principe avec l'associé de recherche qui peut devenir un conférencier, un lecturer, ben, c'est sûr que ça va garder toutes les caractéristiques de l'associé de recherche. Donc, on peut voir ici qu'on a généralisé les différentes classes. On a réussi à prendre les informations puis les apporter dans l'employé. Puis, on dit
que c'est une classe abstraite parce qu'un employé ne peut pas juste être comme titre d'employé. Il va falloir que ce soit une spécialisation, que ce soit un associé de recherche, que ce soit un employé administratif, mais on n'a pas de titre de pur employé. À partir de là, on peut aussi identifier d'autres types de relations comme des agrégations. Hein? Donc, si je regarde, on a dit une université est composée de plusieurs facultés, puis les facultés sont composées de plusieurs instituts. Donc, je vais avoir des facultés, puis pour chaque faculté, je vais avoir des instituts. Donc, je n'ai pas le droit d'avoir un institut qui appartient à différentes facultés. Fait qu'on a un lien d'agrégation fort. Donc, on va avoir une composition qui indique la dépendance entre les deux. Donc, si je regarde ici, puis je regarde, j'ai même la multiplicité qui est indiquée. Donc, on a une faculté qui a un ou plusieurs instituts, puis chaque institut appartient à une seule faculté. On a aussi des associations binaires. Donc, quand on a le doyen qui doit être représenté dans mon schéma, ben le doyen, c'est un employé, puis il est associé à une seule faculté. Okay? Donc, la faculté est dirigée par un doyen. Fait que ici, on va avoir un lien d'association pour dire, ben, hey, en passant, il y en a un des employés, là, c'est un doyen, puis il est associé à la faculté. Okay? Puis c'est lui qui la dirige. Donc, on a un employé dont le rôle va être le doyen, puis c'est associé à la faculté. Fait que pour la faculté, il y a un doyen. Donc, si je lis la multiplicité, là, donc si je parle de employé, je peux dire qu'un employé, ça se peut qu'il n'y ait pas de lien avec la faculté, ou ça se peut qu'il y en ait un. Donc, tu peux pas être doyen de deux facultés. Puis de la faculté, j'ai un employé qui va être le doyen. On a des agrégations partagées, donc des agrégations à lien faible. Donc, on a dit que les associés de recherche sont affectés à au moins un institut. Donc, ça implique que ça se peut que ce soit plus qu'un. Ça veut dire que l'associé de recherche peut être associé à plusieurs instituts en même temps. Donc, on a ici un lien d'agrégation faible. Donc, on va voir le petit losange vide ou pâle à l'intérieur. Puis là, je peux voir qu'un associé de recherche est relié à au moins un institut, donc de 1 à plusieurs. Puis je peux voir que l'institut a au moins un associé de recherche ou plusieurs qui lui sont reliés. Après ça, on a les classes associatives. Donc, on a ici notre associé de recherche. Donc, on a ici les éléments qu'on a déjà mis là, avec l'institut, le lecturer. Puis là, on rajoute la partie qui est en bas à droite. Donc, on rajoute le projet. Hein, puis on a dit que l'associé de recherche peut être attaché, peut être impliqué dans des projets de recherche, puis pendant un certain nombre d'heures. Donc, on a l'associé de recherche, on a le projet, on a un lien entre les deux, mais il faut dire que quand il y a ce lien-là, il faut indiquer le nombre d'heures que l'associé de recherche a participé au projet. Donc, on va avoir une classe associative qui me permet de dire, ben, entre l'associé de recherche puis mon projet, quand il y a un lien qui se fait entre les deux, j'ai un nombre d'heures de participation qui vient avec. Donc, c'est là qu'on a la participation qui existe. On a ensuite d'autres associations binaires. Donc, la dernière affaire, ça va être le principe de, OK, j'ai mon lecturer, hein, qu'on avait dit qui était une spécialisation de mon associé de recherche, puis celui-là peut donner des cours. Un cours qui a un nom, un numéro unique et un nombre d'heures par semaine. Donc ici, on a les associations possibles où c'est que quand tu donnes un cours, tu peux donner plus qu'un cours, le cours peut être donné par plus qu'un enseignant, mais c'est l'enseignant qui enseigne le cours. Fait qu'on a toutes ces belles choses-là qui étaient chacune des phrases qu'on a transformées en diagramme de classe. Puis si on rapatrie tout ça ensemble, ben ça nous donne quelque chose qui représente
le texte précédent, mais en diagramme de classe. Qu'est-ce qui va être super intéressant à partir de là? C'est qu'une fois que j'ai le diagramme de classe, je vais être capable de facilement générer le code de base, le squelette de mon programme. Donc en fait, il y a même des outils qui nous permettent de faire ça automatiquement. Ce pas des outils auxquels on a vraiment accès, là, mais des outils plus professionnels, où c'est que tu lui donnes un diagramme de classe UML, puis lui te donne un paquet de code en Java derrière. Donc, on va regarder comment est-ce qu'on peut faire la génération de code. Fait qu'ici, on se donne un autre diagramme d'exemple. Fait qu'on a ici un peu le même principe, où c'est qu'encore une fois, on a des éléments universitaires, fait qu'on a des membres universitaires, on a des employés, on a des étudiants, on voit qu'il y a des cours, l'exécution de cours, puis des cours. Fait que, mettons, ici, on est dans le cours de développement de système, c'est l'entité développement de système, mais en ce moment, on est dans l'exécution du cours à l'été avec le groupe 392. Donc, on peut voir ici que cette représentation-là, ici, a le cours comme représentation abstraite globale, puis va avoir la représentation locale concrète du cours pour un groupe avec le course execution. On peut voir que pour l'exécution du cours, il y a des employés qui vont nous permettre d'avoir du support. Puis on peut voir que pour un cours, l'exécution d'un cours, il va y avoir différents étudiants qui vont compléter ce cours-là. On peut voir aussi que avec le cours, puis l'exécution du cours, on a un lien directionnel. Donc, on peut voir que l'exécution du cours peut savoir à quel cours il appartient, mais le cours ne peut pas savoir à quelle exécution c'est relié. Donc, en gros, le cours, c'est vraiment l'entité globale. Il n'y a pas la minutie des détails de savoir c'est quel cours qui a été donné pour quel groupe. Fait que si on commence avec le plus facile, on a notre cours tout seul, qui a juste un numéro de cours. Puis on peut voir que puisque le lien est unidirectionnel, on n'a pas d'informations additionnelles, parce qu'il n'y a pas le droit d'aller savoir qu'est-ce qui se passe dans l'exécution du cours. Si on continue avec No University Member, donc c'est une classe abstraite, donc on peut directement l'écrire en Java avec le mot-clé abstract, puis on a les différents attributs qui vont être convertis en propriétés pour notre classe. On a ensuite des énumérations. Des énumérations, en pensant, c'est quelque chose qui existe en Java directement. Donc, tu peux avoir une énumération qui devient une classe d'énumération qui va pouvoir être utilisée dans d'autres attributs. Donc, ici, j'ai mon énumération pour les différentes sessions possibles, soit l'été, soit l'hiver. Puis, je peux voir en bas à gauche que dans mon course execution, c'est utilisé pour savoir à quelle session je vais être. On a la même chose pour les rôles de support. OK, c'est bon. Ensuite, on commence, puis on a une classe spécialisée. Donc, on a le student qui spécialise le university member. Donc, on étend la classe. Là, on a le mot-clé extend en Java. On a ensuite l'attribut direct qu'on rajoute. Puis finalement, on va avoir le lien. Donc le lien qui s'en va de student vers le course execution. Ben, ça va se représenter dans notre code comme étant un tableau qui va avoir les différents cours que l'étudiant a complétés. Donc c'est un tableau de course execution qui va me permettre d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. On a l'employé, donc lui, encore une fois, c'est une spécialisation d'un membre de l'université, donc ça extend le membre de l'université. On a l'attribut qui est à l'intérieur, mais on a aussi, dans ce cas-ci, la méthode, l'opération que cette classe-là va pouvoir faire, puis on a encore une fois le lien vers le course execution. Ici, on peut voir que le support n'est pas impliqué dans ce lien d'information-là. Quand on a une classe associative, il va falloir l'assigner à un ou l'autre. Donc, soit à l'employé, soit au course execution.
Puis il va falloir décider en tant que concepteur de quelle base ça fait plus de sens. Donc ici, ça a été décidé que c'est l'exécution du cours qui va avoir la liste des employés qu'il supporte. On a celui-là, parfait. Fait que justement, dans notre course execution, bon, on a nos deux attributs. Un attribut qui utilise l'énumération qui vient de l'autre bord. On a le lien vers les étudiants qui sont en train de suivre le cours, hein, parce que ce lien-là est bidirectionnel. On a le lien unidirectionnel vers le cours qui est enseigné. Hein, on se souvient que quand on était dans le cours, il n'y avait pas le lien de l'autre bord parce que c'était un lien directionnel. Puis quand vient le temps d'avoir la classe associative, ben là ici, on va avoir un hash table, okay, qui va avoir la liste des employés. Puis pour chaque employé, on va avoir le rôle que cet employé-là a pour le cours, puis le nombre d'heures qui vient travailler avec. Juste un instant. Oui, pardon. Donc, on a le support qui est disponible. Parfait, je veux avancer. Fait que à la fin aussi, en passant des diapos, fait que, en passant ici, c'est la fin, là, on a vu tout ce qui était disponible par rapport à ça. Donc, à la fin des diapositives, vous avez un rappel de qu'est-ce qui est possible. Okay? Donc, un peu, qu'est-ce qu'il faut regarder quand vous êtes en train de le faire. Donc, on a l'explication des différentes classes, la classe abstraite, les différents types d'associations. On a les associations NR, puis on a les classes d'association, les relations XOR, puis finalement, les différentes agrégations, puis généralisation. Puis on a le principe de diagramme de classe qui est disponible. Ouh! On a travaillé fort aujourd'hui. Mais c'est tout ce qui se passe pour la journée. Donc, ce qui va nous rester, nous autres, c'est... ce qui va nous rester, la prochaine étape, c'est au prochain cours. On va se donner une mise en situation. Okay? Je vais vous donner le temps de la compléter. Après ça, on la corrige ensemble. Puis après ça, à la période d'après, ça va être une évaluation du même genre. C'est que je vais vous demander de faire un diagramme de classe à partir d'une mise en situation. Pas pire? Tout le monde est mort. Pas mal. Pas mal. OK. Pas pire. Pas pire. Pas mal. Oui.